téléspectateurs de 22 TV, bonjour. Merci pour votre fidélité à notre programme. Le grand question d'actualité reçoit aujourd'hui M. Pascal Affi N'Guessan, député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et aujourd'hui président du FPI. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Ou alors Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Comme vous voulez. Comment est-ce qu'on peut vous définir? Mais ça dépend. Mes administrés m'appellent Monsieur le député, les militants du Front populaire ivoirien président, et puis les anciens collaborateurs, Monsieur le Premier ministre. Nous allons échanger avec vous, Monsieur le Premier ministre, sur l'actualité nationale et internationale, mais aussi et surtout sur la crise que connaît votre parti politique, le FPI. Le 5e sommet de l'UE à l'UE qui vient de se tenir à Abidjan, pour vous qui avez été Premier ministre, qu'est-ce que cela peut apporter à un pays? Surtout qu'il reçoit pratiquement plus de 83 chefs d'État. Oh, c'est plus une manifestation à caractère diplomatique pour le parti au pouvoir de montrer qu'il a une audience sur la scène internationale, qu'il peut rassurer un certain nombre de pays, tous ces pays qui ont été invités. Mais c'est aussi, je pense, un témoignage de l'intérêt que les pays membres de l'Union européenne et les pays africains accordent à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pour ce qu'elle est un élément important de la géopolitique sous-régionale, aussi bien du point de vue de l'économie. C'est un grand pays, c'est le poumon de l'économie sous-régionale, mais aussi du point de vue de la sécurité internationale. C'est un pôle à partir duquel l'ensemble de la sous-région peut organiser sa sécurité. Et donc, pour ces raisons-là, je crois que la communauté internationale a souhaité tenir ce sommet, qui est le 3e sommet en Afrique, tenir ce sommet ici. C'est le premier sommet organisé vraiment sur voilà, en Afrique de l'Ouest, le premier sommet en Afrique de l'Ouest. C'est un honneur que nous ressentons, mais qui n'exclut pas tous les problèmes que nous connaissons en Côte d'Ivoire et que les pays qui sont venus connaissent aussi. Selon vous, Monsieur le Premier ministre, comment va la Côte d'Ivoire? Oh, je pense que la Côte d'Ivoire est un malade, un grand malade. Politiquement, socialement. Oui, c'est un grand malade qui en apparence se porte bien. Vous savez, il y a des maladies qui ne se reflètent pas dans, je dirais, dans la morphologie du malade, dans la présentation physique du malade. Donc, à première vue, lorsque vous circulez, surtout quand il n'y a pas d'embouteillage, vous pouvez avoir le sentiment à travers les rues, à travers les hommes qui circulent, que la Côte d'Ivoire se porte bien. Mais en réalité, aussi bien au plan politique, économique que social, le pays se porte très mal, le pays est malade. Le pays n'est pas sorti de la crise post-électorale de 2010-2011 en termes de division, en termes de fracture sociale, en termes de réconciliation nationale, en termes de justice indépendante. Aujourd'hui, toutes les institutions sont affectées par la crise de 2010-2011. On ne peut pas bâtir une justice indépendante parce que la justice aujourd'hui est un moyen, un instrument pour poursuivre la guerre de 2010-2011 contre l'opposition politique. L'administration, c'est la même chose. Elle est caporalisée et au service de ceux qui ont gagné la guerre de 2010-2011, au détriment de tous leurs adversaires politiques de cette époque, à telle enseigne que l'administration n'apparaît plus comme une administration neutre, impartiale, au service de tous les Ivoiriens, où tous les fils de ce pays peuvent avoir leur place en fonction de leurs compétences. C'est une administration caporalisée, tribalisée, où c'est le népotisme qui prévaut, la corruption généralisée. Du point de vue de l'armée, qui est aussi une institution fondamentale dans un pays, puisqu'elle est chargée quand même de défendre l'intégrité du territoire, c'est la même chose. On a une armée des vainqueurs qui n'est pas une armée à proprement parler, puisque une armée obéit à un certain nombre de règles, de principes, et l'armée est au service de la République, alors que là, nous avons une juxtaposition d'anciens combattants de la rébellion et d'anciens loyalistes des forces armées nationales de Côte d'Ivoire qui ne font pas un tout, qui ne sont pas en symbiose, et où les anciens éléments des forces armées nationales de Côte d'Ivoire sont marginalisés, sont désarmés, sont relégués au second rang,
alors que ce sont ceux qui ont gagné la guerre, donc les anciens rebelles, qui occupent tous les postes de commandement, parfois sans en avoir les capacités, les qualités. Et cela fait qu'en définitive, à travers les mutineries que nous avons vécues en début d'année, on s'est rendu compte que ce n'est pas une armée républicaine, mais je dirais un conglomérat de mercenaires au service de leurs intérêts personnels. Donc tout ceci mis ensemble fait que la Côte d'Ivoire est toujours en crise. Et même si en apparence elle semble se porter bien, mais les perspectives sont incertaines. On ne sait pas dans les mois à venir, surtout dans la perspective de l'élection de 2020, comment les choses vont évoluer, surtout qu'au sein de l'appareil politique au pouvoir, au sein de la coalition du RHDP, il y a de grosses divisions entre les différents prétendants à la succession d'Alassane Ouattara en 2020, et tout cela constitue donc une vraie bombe à retardement. Face à ce tableau effrayant que vous décrivez, qu'est-ce qui explique vraiment l'indifférence de l'opposition? Non, on ne peut pas dire que l'opposition est indifférente dans la mesure où je vous décris la situation. Ça veut dire que nous, il n'y a pas d'action forte, il n'y a pas de... Non, l'opposition s'organise. L'opposition s'organise d'abord pour jouer son rôle d'opposition. Nous sommes au Front populaire ivoirien, nous sommes à l'Assemblée nationale. Donc nous participons au débat parlementaire, nous faisons connaître notre opinion sur les différentes propositions ou projets de texte qui sont soumis. Et nous faisons des déclarations sur la situation nationale. À l'occasion de ce sommet, nous avons eu à faire 2 grandes déclarations pour donner notre opinion. Nous avons participé au dialogue politique, mais le dialogue n'est plus à l'ordre du jour. Quand la situation s'est avérée insupportable, nous avons organisé ce que nous avons appelé la marche de la colère en juin 2017. Aujourd'hui, nous nous préparons, nous nous réorganisons sur le terrain. Nous essayons, nous construisons notre unité pour préparer les futures batailles. Je pense sincèrement que ce sont ces actions, ces simples déclarations-là qui vont faire changer quelque chose. Non, les élections... Ces actions déclarent sans véritable éclat, en fait. Non, les élections, un parti politique dans un pays qui se veut démocratique, qui ne veut pas faire des changements par la violence et par des coups d'État, la seule opportunité pour un parti et pour un peuple, ce sont les élections. C'est à l'occasion des élections qu'on change de gouvernement. Donc il faut préparer ces échéances. Entre les élections, on use de son droit d'opposition pour faire connaître à l'opinion les dérapages de ceux qui sont au pouvoir, les insuffisances de ceux qui sont au pouvoir, et pour prouver à l'opinion que soi-même on a des solutions aux problèmes qui se posent. Mais ce sont les élections que vous attendez, élections municipales pour prendre des postes dans les régions, législatives pour avoir des gens qui vont vous représenter au Parlement et défendre vos positions au Parlement, et présidentielle pour l'alternance et afin de mettre en œuvre votre politique. Mais en dehors de cela, ce que vous pouvez faire, c'est manifester votre désapprobation, et quand vous le faites, il appartient au pouvoir d'en tenir compte ou de ne pas en tenir compte. Et ça, c'est valable dans tous les pays démocratiques. En France, vous avez vécu la situation sur le mariage pour tous, le mariage gay. Il y a eu beaucoup de manifestations, mais le pouvoir a entendu le peuple, mais est resté droit dans ses bottes parce que pour eux, c'était important de faire cette loi. Ils l'ont faite. C'est comme ça dans tous les pays démocratiques. L'opposition s'oppose et le gouvernement décide. Monsieur le Premier ministre, nous allons arriver en tout cas à l'actualité sur votre parti politique, le FPI. Je voudrais tout d'abord savoir votre sentiment après la récente libération de prison de Kouwa-Justin. Mais c'est une très bonne chose. Nous nous battons pour que tous les prisonniers politiques sortent. À la faveur du dialogue politique, nous avons réussi à faire sortir un certain nombre de prisonniers. Plus de 200 à 300 prisonniers sont sortis grâce au dialogue. Depuis, les choses sont bloquées. Mais si, après avoir purgé leur peine, certains prisonniers retrouvent la liberté, nous ne pouvons que nous en réjouir. Parce que nous sommes d'abord un parti qui se bat pour la liberté. Et quel que soit le statut, quelle que soit l'identité, quelle que soit l'appartenance ethnique, religieuse ou politique de la personne qui est concernée. Donc nous nous réjouissons de tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques et qui retrouvent la liberté. Il est parti en prison par rapport à une action mise en justice par vous. Moi? Oui. À quelle occasion? C'est vous qui avez servi la justice par rapport au congrès de Mama. Je n'ai pas saisi. Vous êtes mal informé en tant que journaliste.
Je n'ai jamais saisi une justice. Je ne me suis pas du tout occupé du congrès de Mama. Le congrès de Mama ne m'intéresse pas. Pourquoi je vais saisir la justice? Je n'ai même pas fait une simple déclaration sur le congrès de Mama. À plus forte raison, saisir la justice. Donc vous êtes très mal informés et c'est comme ça que vous propagez de fausses nouvelles à travers les réseaux sociaux, faisant croire que Afi N'Guessan est impliqué dans telle ou telle arrestation. Je n'ai rien à voir avec les différentes arrestations qui ont eu lieu. Moi, je mène ma politique selon ma vision, selon ma logique. Et puis, le reste ne m'intéresse pas. Chacun, nous sommes dans un pays de liberté. Chacun est libre d'adhérer au parti qu'il veut et de mettre en application la stratégie qu'il considère comme pertinente pour atteindre un objectif politique. Ce n'est pas... Et ça, à partir du moment où chacun exerce sa liberté, je n'ai aucun droit et je n'ai aucun intérêt à me dresser contre quelqu'un. Donc, je n'ai pas du tout, à aucun moment, je n'ai engagé une action vis-à-vis de qui que ce soit par rapport à vos arrestations qui ont eu lieu, qu'il s'agit de celles de M. Kwa Justin, de M. Oulaye Hubert, de M. Asso Adou et de tous les autres. Je n'ai engagé aucune action. Mais évidemment, ils font la propagande comme si j'étais concerné parce que, évidemment, ils cherchent toujours un bouc émissaire. Et pour eux, c'est encore facile d'incriminer Afi pour servir leur cause politique. Sinon, eux-mêmes savent pourquoi ils sont en prison et ils savent que je n'ai rien à voir avec cette affaire et personne ne peut sortir ni une déclaration, ni un courrier m'impliquant dans cette affaire. Où en êtes-vous avec l'histoire du logo? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il y a des gens, il y a des militants qui posent des problèmes de logo, mais le logo, ce n'est pas ma propriété privée. Le logo, c'est la propriété du Front populaire ivoirien et moi, je suis militant de ce parti. Et donc, s'il y a des récriminations, c'est contre le FPI, mais le FPI se défendra si quelqu'un fait croire qu'il est détenteur de ce logo et engage une procédure judiciaire, le FPI se défendra. On va revenir sur l'émission avec Laurent Gbagbo. En tout cas, il vous envoie des signaux forts pour une réconciliation au niveau du FPI. Qu'est-ce qui bloque entre vous et Sangaré? Ça, personnellement, je pense que la question peut être posée à Sangaré. Sinon, en ce qui me concerne, il n'y a aucun blocage, puisque je ne suis pas à la base de la position actuelle de nos camarades, de leur retrait, de tout ce qu'ils ont pu faire. Au contraire, nous déplorons cela. Nous les appelons à nous rejoindre pour que nous continuions la lutte. Le président Gbagbo vient de leur adresser des messages comme vous le dites. Je suppose qu'ils ont besoin d'un peu de temps, étant donné tout ce qui s'est dit depuis le déclenchement de cette crise, étant donné que certains ont été très loin. Il y a forcément une certaine inertie, un certain temps de latence qu'il faut observer. Donc, vous savez, la crise, elle survient facilement, c'est comme une maladie. La guérison peut prendre un peu de temps. Donc, nous espérons, nous pensons que l'unité va se faire, mais que les gens sont en route. En parlant d'unité, monsieur le Premier ministre, un de vos anciens camarades, Justin Koné Katina, qui est sorti de l'AE en visite à Laurent Gbagbo, a dit que Gbagbo demande qu'on fasse l'unité autour de son AE. Supposons que ce soit vrai. Que répondez-vous à non, ce n'est pas M. Laurent Gbagbo que je réponds. Ouais, que moi, ce n'est pas le message que j'ai reçu. Puisque nous recevons tous les messages du président Gbagbo. Ce que moi j'ai reçu, c'est que le président Gbagbo veut qu'on fasse l'unité autour des textes et des principes démocratiques. Et le président Gbagbo est en prison justement à cause des textes. À cause des textes. C'est parce qu'il a respecté les lois. Katina ne dit pas la vérité. Oh, je pense que Gbagbo ne dit pas la vérité. Non, je crois que qui est dans le vrai dans cette affaire? Par rapport à autour de Sangaré, Katina ne dit pas vrai. Que le président Gbagbo ne lui a pas dit ça. Si c'était le cas, il m'aurait dit la même chose. Et puis il nous a envoyé tous deux. Non, c'est pas. Le président Gbagbo n'appelle personne en Côte d'Ivoire. C'est toujours par personne interposée, par des émissaires qui nous fait connaître sa position, son opinion sur telle ou telle situation. Et les émissaires qui nous ont envoyés par rapport, par exemple, à la tenue de notre congrès, pour lequel il nous a demandé le report afin qu'on puisse trouver une solution à la division interne, ce message-là, ce n'était pas de dire n'allez pas au congrès, rassemblez-vous autour de Sangaré. Le message était n'allez pas au congrès, il faut que vous alliez ensemble, il faut que vous vous mettiez ensemble. Et ce que nous avons appris, c'est que
ensemble, là, c'est autour des textes et des principes démocratiques. Et ça ne peut pas être autrement pour un parti comme le Front populaire ivoirien, qui n'est pas organisé autour des individus, mais autour d'un texte, des statuts et des règlements intérieurs. C'est ça qui doit guider tout le monde. Comme au niveau d'un État, quand il s'agit de régler une crise, on se réfère à la Constitution et aux lois de la République. Même lorsque nous avons été confrontés à la rébellion de M. Soro Diom, qui prétendait avoir les 2/3 du territoire national, ce n'est pas autour de lui qu'on a organisé la réconciliation. C'est autour des textes, des institutions de la République, donc autour du président Gbagbo, qui était chef de l'État, et autour de la Constitution ivoirienne, qui est au-dessus de toute autre considération. Donc c'est la même chose pour le Front populaire ivoirien. Si on veut vraiment sortir d'un certain nombre de subjectivisme et véritablement construire un vrai parti, un parti fort, un parti solide, un parti qui peut enseigner les autres. Or, là, s'organiser autour d'un individu, pour quelle raison? Ce n'est pas une façon d'enseigner les autres. Justement, pour vous emboîter le pas, est-ce que vous êtes prêt vraiment, quelle que soit la façon, à rejoindre Abou-Daman Sangaré pour l'unité de votre parti? Mais moi, je suis prêt, je l'attends. Je suis président du parti. Il vient, on va au congrès, selon la formule qu'on aura trouvée. Si des gens sont candidats, et ça, je leur ai dit depuis 2014, fin 2014, début 2015, allons-y au congrès, que les militants se prononcent. Celui qui a des ambitions, qui se présente, on va au congrès, s'il est élu, nous nous rassemblons tous autour de lui pour continuer la lutte. C'est comme ça que nous avons commencé. Et nous disons toujours que le FPI est le parti des élections, est l'enfant des élections. Donc, à notre sein, on ne peut pas ignorer les textes du parti, ignorer le congrès du parti et vouloir imposer un individu à la tête du parti. Pour que quelqu'un devienne président du parti, il faut un congrès. On va au congrès, on se met ensemble, on définit, si on veut, le format même du congrès, ça peut faire l'objet du débat. Qui va au congrès, ça peut faire l'objet du débat. Une fois qu'on s'est entendu sur le format du congrès, on va, celui qui veut être président, il se présente. Les militants votent. S'il est élu et qu'il apparaît comme celui qui rassemble la grande majorité des militants, nous nous rangeons tous. Et moi-même, peut-être le premier, autour de lui. Il n'y a pas d'autre voie. On imagine qu'en 2020, vous serez candidat. Je suppose que vous serez candidat en 2020. Est-ce que vous êtes prêt vraiment à affronter quelqu'un du FPI à une élection? Mais s'il est candidat, c'est qu'il n'est pas du FPI. Parce que je ne vois pas un militant du FPI aller affronter le candidat du FPI. Celui qui est, s'il est ancien militant peut-être. C'est quand même que le FPI a fait tendance aujourd'hui. On peut dire qu'il y a un groupe de cadres qui sont effectivement en dissidence. Ça, je suis d'accord avec Sangaré et un certain nombre. Et ils ne sont pas exclus du parti. Donc, et on peut considérer que... Mais c'est pour des raisons tactiques, parce que nous sommes toujours dans l'attente de la réconciliation, que des décisions ne sont pas prises contre eux. Sinon, ils ont causé un grand tort au Front populaire ivoirien, à travers tous les actes qu'ils ont posés depuis 2014-2015. Quand ils appellent les gens à boycotter les candidats du Front populaire ivoirien, qu'ils vont même faire campagne avec nos adversaires du RHDP contre notre candidat, tout ce qu'ils font dans la presse pour nuire à l'image du parti, qui font qu'aujourd'hui, nous avons de réelles difficultés pour avancer. Ils n'ont pas rendu service au parti. Mais nous sommes toujours favorables à l'unité parce que nous pensons que les erreurs sont humaines et qu'il faut privilégier le rassemblement, l'unité, au détriment d'autres considérations. Donc c'est pour cela que nous sommes toujours ouverts et que nous attendons. Mais il faut connaître que l'attente ne sera pas éternelle. Il faudra bien à un moment ou à un autre se décider à avancer. Et si demain certains se dressent contre nous aux élections présidentielles, ce sera leur droit, mais ce ne sera pas en tant que militant du Front populaire ivoirien. En politique, il ne faut pas rester dans les sentiments, dans les enfantillages. On fait la politique, vous savez bien qu'à cause de la politique, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu la vie, qui ont perdu des biens. Donc nous devons faire preuve de responsabilité et de maturité. Et donc, celui qui décide d'aller être candidat, c'est tout à fait logique, c'est son droit. Mais il ne peut pas dire qu'il le fait au nom d'un quelconque militantisme au FPI. En tout cas, merci beaucoup, monsieur, de nous avoir reçus ici. Merci. Pour votre ancien domicile, d'ailleurs. Voilà. Quel est le nombre que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui? Ancien domicile, je voudrais donc compléter. Oui. Ancien domicile que nos camarades frondeurs ont présenté comme ayant été réhabilité à grands frais par Ouattara, mais qui est encore inhabité. Et ça aussi, ça fait partie des réalités qu'il faut que les médias connaissent.
de manière à informer objectivement vos téléspectateurs et toutes vos connaissances. Ceci dit, je dis merci d'être venu. Dire encore une fois aux militants du FPI et aux sympathisants et à tous les amis à l'extérieur que le FPI traverse une situation difficile parce que nous sommes à un tournant de notre histoire. C'est une situation que tous les partis politiques, toutes les organisations humaines ont connue dans leur parcours. Le PDCI en Côte d'Ivoire en a fait l'expérience après le décès du président Houphouët-Boigny. Même la succession à la tête de l'État, ça n'a pas été facile pour le président Henri Konan Bédié. Et même par la suite, cette crise interne a débouché sur le départ du RDL et la naissance de plusieurs partis politiques et sur le coup d'État de 1999. Donc c'est la même chose au sein du FPI, la bataille pour le contrôle du parti. C'est cela qui est l'enjeu de tout ce que nous vivons ici. Il n'y a pas d'autres explications. Les gens veulent prendre la direction parce que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre et chacun a des ambitions, chacun a une vision et chacun veut les réaliser, mais il faut le réaliser de façon démocratique. Il ne faut pas utiliser la médisance, la méchanceté, la diabolisation. C'est cela qui est condamnable. Sinon, les ambitions de diriger le FPI, à ce moment précis, moi je les considère comme légitimes. Tout le monde a le droit d'être président du Front populaire ivoirien. Mais il faut que cela se fasse selon les règles du Front populaire ivoirien. Mais toi, pour que je m'installe, ce n'est pas la politique qui peut permettre à un parti comme le FPI de demeurer un grand parti politique et d'aspirer à la reconquête du pouvoir. Donc j'invite tous nos camarades à rejoindre l'unité du parti pour que nous allions à des élections à l'occasion d'un congrès et que le meilleur d'entre nous, choisi par le congrès, soit notre cheval de bataille pour l'élection de 2020. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.